Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel KLK, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue au Café du Market pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement qui est en train de renverser le marketing aux États-Unis, c'est la demand gen. Alors la demand generation, c'est pas quelque chose de nouveau, le fait de générer de la demande entrante et puis du business pour son entreprise. Par contre, on est sur un mouvement qui est un petit peu plus radical, qui s'oppose à la lead gen et qui voudrait justement qu'on supprime tous les formulaires de téléchargement de contenu. Donc en fait, de faire beaucoup moins de leads pour faire que de la demande qualifiée via des formulaires qui seraient de demande de démo, le seul formulaire qu'on garderait. Pour parler de ce sujet-là, je reçois Anna Cerezal, qui est Head of Demand Gen chez Swile, une des licornes françaises qu'on ne présente plus. Bonjour Anna. Bonjour Axel et bonjour pour toute l'audience. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour justement partager la vision de ces sujets. Super, je suis super content de te recevoir en tout cas, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, du coup, t'es une des premières personnes qui a ce titre en tout cas dans ta fonction, et donc ça veut dire beaucoup. Donc je suis super ravi de pouvoir avoir ta vision de la chose, quoi. En tout cas, pour ceux qui te connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Alors, donc je viens d'un parcours un peu particulier parce que de base j'étais journaliste euh, Ok. en Espagne où j'ai fait une école de journalisme. Après, un peu changement de voie professionnelle, on va dire, et je me suis emballée, avec les marketing B2B. J'ai toujours été depuis 7 ans dans des sociétés françaises du monde de la tech, de SaaS, et toujours avec un rôle au départ un peu plus transverse, un peu field marketing manager B2B, où vraiment j'ai touché tout type de canaux d'acquisition, des canaux de conversion, etc. Pour maintenant, depuis à peu près plus de 10 ans, avoir effectivement la casquette Demand Generation chez Swile, qu'on va un peu développer plus tard. Ouais, carrément. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Du coup, pour toi, alors c'est quoi la demand gen? Qu'est-ce qu'on appelle la demand gen en général? C'est une question pas du tout simple à répondre parce que sous un titre il y a tellement de subtilités. Alors déjà, je pense que le titre, de toute façon, ça nous dit tout. Hein. Demande, c'est vraiment générer de la vraie demande. Donc, qu'est-ce que c'est la demande gen? Si je simplifie, c'est accompagner une activité ou une pipeline commerciale avec des actions marketing qui vont générer de leads vraiment qualifiés. On est vraiment un peu à l'opposition de tout ce qui est lead acquisition dans un sens pur. En fait, nous, l'intérêt, c'est vraiment pas d'acquérir des emails dans un CRM, mais vraiment que ça soit de la vraie demande par rapport à la valeur, à la proposition de valeur que l'entreprise offre. Ouais, en fait, tu beaucoup moins du coup sur des objectifs, comme tu l'as dit, de génération de leads en quantité, et tu plus en fait du coup focalisé sur le revenu, du coup sur des demandes qui vont vraiment aboutir à des actions commerciales et du coup à du revenu pour l'entreprise, quoi. Alors exactement, bien sûr qu'on suit la volumétrie des leads qui rentrent dans les tunnels, bien entendu, mais tout l'intérêt, c'est justement progressivement
plus on a des maturités dans les sujets, plus l'entreprise est mature, c'est vraiment se focaliser surtout sur quel est l'impact dans le vrai pipeline commercial en fait. Mmh. Et donc effectivement, les indicateurs de performance vont être plus à la fin des tunnels de conversion et pas autant au début comme si on parlait uniquement de lead acquisition ou lead OK. generation. Super intéressant. Alors justement, du coup, on va revenir un petit peu sur ce que je disais en intro et du coup ce mouvement US, on Mhm. va dire qui commence, enfin on en parle un petit peu chez nous, mais finalement assez peu, et donc qui s'oppose clairement, donc assez radicalement du coup à la lead gen, donc de ce que tu décrivais, donc ce principe qu'on a finalement de mettre des contenus premium, mais qui sont pas vraiment des contenus proches du cycle d'achat, pour générer des leads, pour générer Mhm. la masse, et qu'après on va nurturer, ou alors qu'on va même des fois directement envoyer aux commerciaux, mais parce qu'on a cette habitude de vouloir générer beaucoup de leads. Et au final, quand on regarde les tunnels de conversion, dans ce que ça donne entre nombre de leads, nombre de MQL, de SQL et du coup derrière d'opportunités commerciales et à la fin de signature, bah, on a une déperdition qui est quand même assez importante. Je sais pas si, je crois que dans le B2B, on passe entre lead et SQL, enfin, et opportunités commerciales, on est à 13% ou même pas en Ouais, moyenne. Et du coup, c'est vrai que on voit bien qu'il y a une grosse déperdition au final dans ce qui tout se à fait. fait, Et tout donc, à le fait. principe de ce mouvement-là, en gros, c'est de dire, on supprime tous nos formulaires pour les contenus et on ne garde que les formulaires de demande de démo, quoi. Et donc après, effectivement, c'est un gros shift. C'est peut-être un petit peu radical parce qu'il y a des boîtes qui fonctionnent très bien avec certains livres blancs et des contenus premium assez avancés, on va dire, mais des vrais contenus premium qui peuvent générer du business. Donc il y a peut-être un entre-deux à trouver. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses toi du coup de ce mouvement-là? Ouais, sujet effectivement entre guillemets polémique parce que comme tu l'as bien dit, c'est assez radical comme changement et je pense qu'en tout cas en France, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Euh, j'ai ma vision elle est claire, c'est-à-dire que je partage complètement ce que tu as dit. Après, il faut mettre, je pense, les choses en contexte. Quand on est dans un environnement, quand on travaille dans une entreprise qui fait des multiproduits, qui vend de plusieurs produits, la perte qu'on a entre les leads et les SQL, certes, c'est importante, mais c'est pas, enfin, c'est moins importante que quand on fait des monoproduits. Pourquoi? Parce que potentiellement ces leads-là, ils sont pas été intéressés par un premier produit, enfin Mmh. on a pu identifier comme celui étant les plus probables à l'intention d'achat, mais ils peuvent être intéressés par un autre produit. Donc, je pense qu'il y a déjà là-bas enfin, une réflexion à avoir. En revanche, effectivement, ma vision, c'est pourquoi effectivement mettre un formulaire, mettre une barrière de plus euh, pour faire passer une information qu'on pourrait très bien faire passer avec du trafic en fait, des trafics ultra qualifiés, à une stratégie SEO très très poussée qui ne positionne pas uniquement le produit, mais qui positionne aussi des contenus, ce qu'on dit top of the funnel. Enfin, c'est-à-dire notre persona cible, elle se pose des questions sur Google qui sont très éloignées au départ de la proposition de valeur de notre produit. Enfin, bien entendu, c'est à ce moment-là aussi qu'on doit être capable de avoir des contenus accessibles en livre et service, on va dire, Mmh. pour être ultra bien référencé sur Google avec des billets de blog qui sont plus ou moins longues ou enfin nous on a mis en place par exemple des fiches pratiques avec notre équipe de contenu Mmh. où on on répond à des problématiques de notre persona cible assez avancées dans les tunnels. Ma vision, c'est qu'on peut même le faire dès le départ de tunnels avec des Mmh. problématiques beaucoup plus larges. Alors, les changements, il est très brusque et ça fait très peur. Vraiment, Mmh. enfin, ça fait très peur parce que forcément, il faut ramener des leads, hein, et surtout quand on a l'habitude de fonctionner d'une manière opposée, bah, on a clairement déjà les taux de conversion déjà très calculés et donc en fait l'équation fonctionne plus. Enfin, en fait, Ouais. il faut donc je trouve qu'il y a des choses milieux et en fait, je pense que la question à se poser, c'est à l'heure actuelle, en fait, tout ce qui est téléchargement derrière un formulaire, c'est un peu près des guides, des e-books. Enfin, il y a toujours cette tendance-là. Moi, quand je regarde les statistiques de e-books, guides, etc., la réalité, c'est qu'ils sont pas autant lus, en fait.
il y a des tendances de les télécharger, mais après, il n'y a pas autant de lecture vraiment derrière ces e-books-là. Donc, je Mmh. pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir de, bon, en fait, on a acquis un lead, mais quel est le message, non? Et du coup, nous, je pense qu'on a déjà commencé à faire une transition assez positive puisqu'on a lancé ces fiches pratiques dont j'ai parlé qui sont très SEO oriented et là, le next step, effectivement, c'est comment faire que tous ces trafics devient un lead qualifié tout de suite. Donc, pour moi, la transition, comment elle peut se faire, c'est, je pense pas qu'il faut arrêter tout de suite de faire de contenu premium, en toute sincérité. Dans quelques années, potentiellement, oui. En revanche, je pense qu'il faut faire les contenus premium beaucoup plus courts, en fait, et beaucoup Ouais. plus actionnables. Là, je parlais vraiment des checklists, je parlais vraiment des choses que vraiment notre persona cible peuvent utiliser au quotidien pour leur faire gagner du temps et pour avoir une meilleure compréhension d'un sujet. Et je suis persuadée que ça passe mieux dans ce type de format que dans des longues e-books, etc. Effectivement, les points, c'est tout ce travail, tout cet investissement de l'équipe contenu, de l'équipe de Mangen, que ça soit vraiment juste mis sur un PDF qui n'est pas visible pour Google, c'est dommage. Ouais, c'est vache c'est il y a plusieurs trucs qui sont vachement vrais dans ce que tu dis et c'est un des arguments de ce mouvement, on va dire. C'est qu'en gros, les contenus, ils sont téléchargés, ils sont pas lus. Donc en fait, tu récupères un lead qui est déjà quasiment comme un contact froid au final parce qu'il a pas interagi avec ton contenu Mhm, et puis toi, tu as bossé sur un contenu de qualité et tu as vraiment de la valeur à apporter et au final, bah, tu le mets derrière une porte et les gens le téléchargent et ils le voient pas. Alors que si c'était accessible, comme tu le dis, sous des formats, peut-être de fiches pratiques ou enfin même des billets de blog qui peuvent être assez longs ou des choses comme ça, ou sous d'autres formats, parce que quand on enlève d'autres les formulaires formats. de téléchargement, bah, on peut être un Mhm. peu plus créatif qu'avec des PDF. Exactement, c'est Et ça. du coup, les gens, au moins, ta cible, ton personnage, enfin, ils voient ton contenu, quoi, parce qu'il est sur le site et ils le voient, et c'est pas un truc qu'il va télécharger, mettre dans un fichier et qu'il lira plus, quoi. Tout à fait. Et donc ça c'est un truc qui est super intéressant. Et le deuxième, je pense que ce que tu as dit, c'est qu'il y a une transition en fait à gérer, parce que comme tu l'as dit, le premier constat, c'est que le volume de leads que tu génères, bah, il va chuter en fait. Par contre, après, effectivement, tu as d'autres métriques à suivre, et puis tu vas peut-être gagner en qualité, on va dire, mais dans un premier temps, tu vas vraiment perdre en nombre de leads, quoi. Et encore une fois, c'est radical, mais on n'est pas obligé à accepter de dire, OK, on va avoir une shoot de lead. On peut vraiment faire une transition intelligente de dire, Mmh. OK, essayons de cibler les mêmes nombres de leads qu'on avait avant, mais juste avec des campagnes. Et donc, on a pris beaucoup moins de temps à les sortir. Donc, ce qu'on appelle les snack content. En fait, un contenu long, sans, sans formulaire, donc vraiment livre service juste pour la lecture avec un très bon SEO, c'est ça c'est ça qui va prendre le plus de temps. C'est ça à l'origine du projet. Mais après, il est très facilement déclinable en snack content qu'on peut lancer, on peut promouvoir de manière régulière. Si on a peur vraiment de ces shoots dont tu parlais, on peut Mmh. carrément trouver des moyens pour que tout le travail qu'on a mis sur l'écriture de cette contenu, sur les SEO, sur les UX, pour que ça soit vraiment attractif et lu, ça serait juste une question de les décliner dans des choses vraiment très actionnables, one pager, des templates, Mmh. tu vois, toutes les personnes cibles, enfin chacun chaque entreprise a des personas, buyer personas différents, mais la réalité, c'est que tous, ils reportent à leur manager, ils ont besoin Ouais. de templates pour reporter, ils ont besoin enfin, c'est vraiment des formats qui marchent, qui fonctionnent très bien et qui prennent pas autant de temps que des longs connus. D'accord. Ouais, c'est comme ça un petit peu du coup Euh, que vous le traduisez concrètement chez Swile. C'est que du coup tu mènes petit à petit une transition en fait en transformant ces contenus longs sur des formats plus courts, donc des snack content et des contenus qui sont très activables, et tu vas du coup insister sur la distribution par le SEO, par pousser de l'ADS, par pousser des campagnes sur les réseaux, ou même dans les réseaux professionnels dans lesquels tu bosses et tout. Exactement. Et après, bien sûr, encore une fois, c'est une transition, hein. Enfin, on est toujours en train de travailler sur cette transition et cette nouvelle vision. Il faut évidemment un alignement de toutes les équipes.
c'est un changement brusque et encore une autre fois, enfin, on a des objectifs business qui sont forts, bien entendu, donc il faut quand même assurer. Donc, je pense qu'on peut pas se permettre de jour au lendemain de vraiment élever toutes les formulaires. Mais la vision, elle est là. Je pense que ça fait du sens, mais il faut prouver qu'elle marche. Et pour prouver qu'elle marche, il faut faire des tests. Il faut peut-être pas enlever tout d'un coup, Mmh. juste peut-être choisir une thématique forte qui intéresse à notre persona cible et s'élancer et dire ok bah je teste avec ça, je fais des contenus sans formulaire, potentiellement pour récupérer des leads, je mets des call to action dedans cette contenu, mais avec encore une autre fois de campagnes très très snack content très court Mmh. et très actionnable. Et je commence à mesurer, voir si j'arrive à avoir le même résultat dans des KPI plus avancés dans les tunnels, comme on se disait. Donc vraiment là, peut-être qu'il faudrait pas regarder le nombre de leads, mais plutôt combien d'opportunités, par exemple, commerciales ont été influencées. Ouais, carrément. Donc, C'est super intéressant ce que tu dis. Effectivement, je pense que c'est une histoire de vase communicant, en fait. Et c'est le moyen de gérer la transition. C'est mhm, qu'au début, du coup, t'as tes leads et tu continues à mettre tes actions. Et sur certaines branches, sur certains pôles, en fait, sur certains sujets, tu vas commencer à mettre en place cette stratégie-là, mesurer des KPI différents. Et puis, tu vas t'en rendre compte petit à petit qu'effectivement, bah, tes deux tendances, elles vont peut-être s'inverser. Et tu vas pouvoir passer progressivement au full demand. C'est super, exactement. super intéressant. Et pour compléter, Axel, il y a aussi, je pense, une révolution un peu à faire dans la demand gen. C'est vraiment dans la révision de format. Je trouve qu'en France, on est encore très classique. Mmh. Ça fait des années on voit et revoit les mêmes formats, les mêmes PDF. Et je pense qu'une touche de créativité fera pas de mal. Potentiellement sortir des campagnes, bah nous on a commencé à les faire et on est très content des résultats. Bah justement l'idée ça serait de récupérer des snack content qui répond à une même problématique mais de différents formats et les packager un peu, les packager sous une plateforme en ligne, sur une campagne un peu plus créative liée à l'actualité. Par exemple, au moment de vacances, bah nous on a sorti des cahiers de vacances. Au moment Mmh. de Noël, on a sorti un calendrier de l'Avent. Et en fait, c'est vraiment de campagnes un peu plus créatives, plus, euh, on va dire, enfin, c'est comme un gaming en fait. C'est Ouais, vraiment faire que notre personne à cibler, sort un peu de son quotidien et qui s'informe, mais tout en enfin, c'est aussi une manière de se divertir. Et ça, pour le coup, je pense que ça, c'est aussi une manière enfin, ça peut justifier un formulaire. Je pense que c'est quand même aussi une autre manière de faire la transition un peu smoothie et ça peut ouais. justifier un formulaire parce que vraiment, enfin, il y a quand même un travail de dev, de UX qui a été effectué, qui peut être très valorisé via ça. Carrément. Ouais, bah, on le voit par exemple aussi avec des espèces de comparateurs de tarifs, tu vois, Mhm. ou des choses comme ça, des simulateurs que tu peux mettre en place. Et effectivement, bah là, à la fin, mais c'est quelque chose, encore une fois, où du coup, tu arrives dans un cycle qui est plus avancé peut-être que juste un PDF. Et quand tu t'affranchis du format PDF, tu peux te permettre d'être créatif du coup. Exactement. Ok, top. Est-ce que tu aurais du coup dans tout notre échange un dernier conseil que tu pourrais donner du coup à quelqu'un qui voudrait justement amorcer cette transition et se lancer dans la demand gen? Comme je dis, faire des tests, c'est-à-dire choisir ses batailles et prouver au sein de l'entreprise avec un test. Donc pas faire les changements pour tout type de campagne, pour tout type de mots-clés, pour tout type de positionnement. Je pense que c'est beaucoup trop brusque et même nous, enfin il faut pas se mentir, c'est nouveau donc il faut que nous aussi on soit à l'aise et que pour défendre une idée, il faut y croire aussi dans l'idée. La vision, elle est très belle, mais il faut vraiment que la réalisation et que les résultats soient là. Donc mon conseil, c'est vraiment les faire en mode test, juste pour une campagne précise, pour une problématique précise qu'on veut aborder, et faire confiance effectivement aux équipes, bien sûr, qui portent la vision, mais évidemment, les équipes, il faut aussi qu'ils rassurent Ouais. avec des chiffres concrets. Donc les conseils, c'est vraiment suivre ça de près
et pas uniquement avec les volumes de leads, mais vraiment avec combien d'opportunités ont été influencées, combien d'opportunités ont été gagnées, combien d'opportunités ont été perdues, et vraiment se focaliser surtout sur cette KPI qui sont plus avancées dans les tunnels. Ok, bah écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup encore d'être venu. Si jamais bon, les auditeurs ont des questions, t'es sur LinkedIn, on peut te poser une Tout petite à question fait, par là. Ouais, exactement. super. Bon bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir, Anna. Merci encore pour ta participation et puis du coup tout ton retour d'expérience ou en tout cas ta vision sur ce sujet-là, quoi. Merci Je à te- toi, Axel, et voilà, j'espère que la Demangène, ça va être un sujet encore plus abordé par ce type de format. Donc, très content d'être là. Merci beaucoup. Top. Eh ben, merci beaucoup, à bientôt, Anna. À bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.